Quand j'ai rencontré Catherine Levac, elle est entrée directement dans le vif du sujet. Tout de suite, dès les premières secondes de conversation, pour vrai. Ça m'a interpellé je sais pas trop si t'as un poste instable, t'as fait ou je sais pas quoi. Ouais. Pendant que moi, j'étais en train d'installer mon micro à la table de sa cuisine, pendant qu'elle mangeait une soupe dans sa pause lunch, dans sa journée super chargée, j'entendais en haut ses jumeaux courir, c'est sa mère qui les gardait. Ça, c'est la première chose qu'elle m'a dit en m'accueillant chez elle. J'avais vu le docu Maman, pourquoi tu pleures? Ouais. Puis je trouve que c'est comme s'il y a juste deux versions. Ça va donc bien, c'est magnifique, j'aime ma vie, j'ai un bébé, je suis donc bien contente. Puis j'ai fait une psychose, j'ai fait une dépression. Il n'y a pas l'entre-deux, puis ça me gosse qu'il n'y a pas l'entre-deux. Parce qu'il existe l'entre-deux, puis je pense que c'est la chose la plus courante, c'est l'entre-deux sûrement, tu sais. Maman tu pleures, c'est un documentaire, ça a été fait par Jessica Barker, c'est sur la souffrance psychique des mères. Puis ça va même jusqu'à la psychose qui peut mener à un suicide, c'est quand même pas rien. Mais c'est un documentaire incontournable, intense mais incontournable. Selon moi, c'est un peu la même chose que son livre Maman dis-moi, il faut voir puis il faut lire ça. Donc, Catherine Levac, elle me disait d'emblée qu'elle avait vu le documentaire. Puis en général, cette humoriste-là est très discrète sur sa vie privée, même que quand je l'ai approchée, j'étais sûre qu'elle allait me dire non. Finalement, elle m'a dit oui, parce que ça, là, son 4e trimestre, je sentais pour vrai qu'il fallait que ça sorte. Selon elle, il y avait un immense vide dans la représentation médiatique des mères, même celles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a pas juste 2 catégories. Il y a pas juste la mère qui va super bien, puis celle qui est en super dépression. Puis pour Catherine, même si elle était bien entourée, même si elle acceptait l'aide, elle s'est quand même sentie isolée, Catherine. Parce que le fait d'en avoir 2 en même temps, bien, ça faisait en sorte que son quotidien, il ressemblait pas du tout à celui des autres mères qu'elle connaissait. Puis ce sentiment-là, celui de l'isolement, il est vraiment très répandu. Qu'on soit mère de jumeaux comme Catherine Levac ou nouvelle maman d'un seul petit bébé, mais c'est un des aspects que toutes les mères à qui j'ai parlé pour mon projet ont mentionné. Elles se sentaient isolées. Je m'appelle Valérie Roberts, vous écoutez Postpartum. C'est un balado qui parle du 4e trimestre dans toutes ses nuances de gris. Parce que la vérité, c'est qu'on est beaucoup de mamans à avoir trouvé difficile les premiers mois. Je veux en parler avec des femmes, je veux en parler avec des spécialistes, mais surtout, je veux qu'on en discute honnêtement une bonne fois pour toutes. Quand j'ai parlé avec Kat Levac, ben ses fils avaient pas encore 1 an. Moi, je sentais que l'intensité des émotions, c'était derrière elle, mais je sentais aussi que c'était encore très bien gravé dans sa mémoire. Toi, est-ce que tu avais déjà entendu ce terme-là, 4e trimestre, avant de tomber enceinte? Non. Même dans ta préparation? Ben là, après ça, oui. Mais c'était bien flou. C'était comme, ben oui. Moi, je le voyais beaucoup comme une rémission physique. Puis j'étais comme, mais bien sûr, ça va de soi que si ton vagin est déchiré puis que tu as eu une plaie de césarienne, physiquement, tu dois te remettre. J'avais pas peur de ça pour autant. Je me disais, bien sûr que je pourrais pas lever mon bébé les premiers jours. Des choses comme ça. Pas mentalement, je vais être fucked up. Tu comprends? Fait que c'est là que Puis là, je suis passée l'amertume de ça. Mais si on avait fait l'entrevue il y a 6 mois, j'aurais juste été en tabarnak. Genre, j'aurais été comme, hey, asti. J'aurais juste été fâchée. Là, je suis pas fâchée, mais c'est tant mieux. Je peux comme mieux m'exprimer, je pense. Maintenant, je vois beaucoup de positifs, bien sûr. De ce qui me reste de ça, en fait. Puis c'est ça. Tout le monde va vivre quelque chose de bizarre. C'est ça que j'aurais voulu savoir. Tu vas vivre quelque chose de bizarre. Pas nécessairement... le pire, pas nécessairement tout le temps négatif, mais bizarre. Moi, c'est à ça que j'aurais voulu me préparer, le bizarre. Tu m'avais écrit, moi j'ai trouvé ça tough de voir les autres mamans qui partaient avec leur porte-bébé puis qui allaient bruncher au resto. Oh mon Dieu! Tranquille, avec leur 1 bébé. Hey. C'était-tu confrontant? Ben, premièrement, un porte-bébé, là, si t'es pas 2, non. Moi, on a 2 porte-bébés, mais on les a jamais utilisés, là. Sauf en voyage, mettons, mais tu sais, il faut vraiment qu'on soit les 2. Evelyne Brochu nous avait donné un porte-bébé pour tout petit bébé naissant. On l'a utilisé genre 2 fois. C'est vraiment lourd, tu sais, comme porter 2 bébés constamment. Mais, tu sais, ça se peut pas. Pas tellement rétabli aussi. Non, impossible. Non, c'est impossible. Fait que ça, non, mais
Ben oui, puis j'avais lu là-dessus l'isolement organisationnel. Qui arrive à tout le monde qui a un bébé, tu t'isoles parce que ça te tente fucking pas de sortir de chez vous. C'est trop de trouble. Il y a trop d'affaires à pacter. Je suis fatiguée, moi. Ça, avec des jumeaux, c'est exponentiel. J'avais pas pensé à ça. Puis ça fait beaucoup partie du 4e trimestre de genre... Non seulement t'es dans cet état-là, mais tu peux pas sortir. Non, mais là, je sais que ça a l'air... Tu peux vraiment pas sortir. Avec du recul, c'est comme... Non, mais calme-toi. Non, je te le dis, tu sors pas de chez vous. On ajoute à ça les femmes qui ont eu un enfant récemment, en pleine pandémie de COVID. C'est la première fois que ça arrive. On est dans un état d'alerte mondial. Pour vrai, ça avait tout pour rendre absolument fou. T'es prisonnière dans les 4 murs de ta maison, puis quand les gens viennent, ils ont un masque. Tout ça est vraiment particulier, voire même incompréhensible pour vrai. Et si en plus t'as eu une naissance multiple, comme Catherine, ben tu finis par pas sortir parce que c'est juste plus simple. C'est pas genre, j'avais pas une belle vie de moi, mon petit bébé qui dort quand il... Oh, je l'allaite, ok, parfait, j'étais avec mes amis, genre... Non, les deux, puis la patente, puis c'était genre... Faut tout le temps. Puis maintenant, tu sais, mes amis, ils savent, là, s'ils m'invitent pour bruncher, ils vont s'occuper d'un bébé, ils vont avoir un bébé. Là, puis maintenant, ils sont grands, puis tu sais, ils sont dans leur poussette, puis ils vivent leur vie, mais avant, c'était ça. Tu veux me voir, ben tu auras un bébé dans tes bras. C'était chill, le monde était content, mais... Fait que ça, je trouve que ça ajoute beaucoup. Puis là, tu sais, il y avait la COVID, tout le monde était isolé. Mais l'isolement, là, je pense que c'est la pire affaire. L'isolement, c'est un sujet qui est particulier à aborder parce que on fait souvent le lien entre le mot seul puis le concept de pas être entouré, comme dans le sens où on n'a pas de ressources. Mais dans la majorité des cas, pour vrai, la nouvelle maman, elle a au minimum un petit réseau qui est autour d'elle. Elle va avoir une famille, des amis, souvent il y a l'autre parent qui est à nos côtés. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que pour plein de raisons, la maman elle peut se sentir seule malgré tout ça qui l'entoure. Mais tu sais, malheureusement, souvent, l'homme, ben c'est le premier à aller travailler. Moi, j'en ai des amis qui ont eu des jumeaux, là. Mais le gars, ben... Puis ça, c'est la société qui est construite comme ça, que c'est le gars, ben oui, il fait plus d'argent. Fait que c'est lui qui va partir pour travailler. Est-ce qu'il aurait voulu rester? Moi, je pense que oui. Moi, j'en connais des gars qui aimeraient bien plus ça, tu sais. Fait que il y a comme quelque chose, une problématique qui part de loin à ce niveau-là. Mais le fait d'être avec une femme aussi, qui est aussi travailleur autonome, qui est aussi une artiste, on se lance la balle de comme, c'est qui, là? OK, moi, je veux tourner. OK, parfait. Moi, je veux tourner telle affaire qui est parfaite. T'sais, on essaie vraiment d'être égal là-dedans. Mais tu sais, moi, si tu m'avais dit que j'allais être en couple avec un dude, genre, que lui, il y a une date, qu'il retourne travailler, puis moi, pendant 1 an, je suis en congé de maternité, puis je fais pas de show, je fais rien. Et là, ma petite dépression, je la vois. Il y a énormément de situations qui peuvent engendrer ce sentiment-là d'isolement. Parfois, quand on voit l'autre parent qui quitte la maison puis qui, lui, il recommence à vivre sa vie, quand toi, t'es encore en congé parental puis tu changes des couches puis tu parles à aucun humain de ta journée, ben ça peut être suffisant pour te sentir abandonné. Puis parfois, ben c'est l'état hormonal qui, lui, va se vivre seul puis ça nous permet pas de nous apercevoir que quelqu'un est là puis cette personne-là, elle veut nous aider. Le problème, c'est que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, la maudite communication, tu sais. Quand le spécialiste te le dit, tu comprends. Quand tu as le recul nécessaire pour réfléchir, pour analyser la situation, ben tu comprends aussi. Si je parle, on va m'écouter, puis je serai plus seule. Mais quand tu as les 2 pieds dans ton 4e trimestre, concrètement, là, c'est réellement difficile de trouver les mots pour l'expliquer. C'est fou parce que quand j'y repense, quand j'étais enceinte, même là, je me sentais seule. En fait, tu l'es un peu seule parce que t'es quand même la seule personne du couple qui porte le bébé. T'es la seule personne pour qui c'est concret, tu sais, parce que t'es la personne qui ressent l'enfant bouger. T'es la seule personne qui sent que le cœur, tu sais, que le docteur te fait entendre à l'échographie, ben c'est à l'intérieur de toi qui bat. J'ai passé tellement de temps seule, assise dans la chambre de ma fille à écouter cet enregistrement-là. Je me disais que c'était complètement surréel comme moment, que j'avais tellement hâte que les autres puissent la rencontrer.
Puis pourtant, dès qu'elle est née, dès que je l'ai présentée aux autres, dès qu'on m'a offert de l'aide, ben j'ai pas été capable de saisir les opportunités. Puis je pense entre autres à la mère de mon amoureux, elle a été infirmière toute sa vie, puis à la fin de sa carrière, avant sa retraite, elle était infirmière en périnatalité. Tu sais, la fameuse infirmière du CLSC qui rend visite aux nouvelles mamans, ben c'était elle. Fait qu'elle, elle avait vu que je me sentais pas bien, on en avait parlé avec mon chum m'avait parlé qu'elle avait remarqué ça, puis quand finalement on en a parlé à moi, ben j'ai jamais été capable de lui dire quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était ben trop fière pour mettre un genou par terre parce que jusqu'à présent, tu sais, moi j'avais réussi à faire des choses énormes puis je les faisais toujours seule dans ma vie. Mais il y a aussi une partie de moi qui avait tellement peur pour la vie de ma fille que je voulais comme garder le contrôle sur la situation. Puis si je la donnais aux autres, ben je perdais le contrôle. Fait que je donnais aux autres le moins possible. Il y a comme pas eu d'élément déclencheur, mais à un moment donné, j'ai comme senti que si je recommençais à prendre soin de moi, ben ça allait m'apaiser, ça allait faciliter un peu le début de ma maternité. Puis ben je me suis donné un coup de pied dans les fesses, puis j'ai été capable de la faire garder. Puis j'ai eu raison, ça m'a permis de faire des sorties pour moi, puis penser à moi, ne serait-ce que pour quelques minutes, là, 45 minutes, 1 heure, au début c'était juste ça, ben ça me permettait de travailler ma santé mentale. Puis je me rappelle que je me sentais très coupable de pas être capable de lâcher prise devant tous ces défis-là qui, maintenant que j'ai le recul nécessaire, ben ils me paraissent très, très simples, tu sais. Puis je pense que c'est peut-être parce que j'avais pas établi les besoins que je pensais que j'allais avoir, puis que j'avais pas parlé avec mon entourage de l'aide dont j'aurais besoin. J'avais pas dit à ma mère que je voulais qu'elle vienne, puis à ma belle-mère aussi. J'avais juste dit « Ah, j'aurais pas le goût de cuisiner, faites-moi de la bouffe », puis il l'avait fait. Mais honnêtement, j'avais pas préparé tout le reste pour une seule raison. J'étais certaine que j'aurais pas besoin d'aide. La docteure et ostéopathe Valérie Namer, ben, dans le premier épisode, vous l'avez beaucoup entendu, c'est elle notre spécialiste des hormones, elle est endocrinologue. Mais elle a aussi un point de vue professionnel sur l'isolement parce qu'elle est spécialisée en périnatalité. Puis par rapport à l'isolement, son point de vue professionnel, il est simple. Pour elle, c'est impératif d'être bien entourée, puis surtout de préparer son réseau pendant qu'on est enceinte. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. En fait, la maman n'est pas supposée être toute seule. Elle a besoin vraiment d'un réseau. Ça se prépare avant, pendant la grossesse. C'est d'évaluer ces obstacles qui sont préexistants à la naissance, de façon à établir un plan de match, une stratégie, sans retirer la confiance de la maman dans ses capacités à devenir mère par la suite. Parce que quand on fait des suggestions, parfois c'est entendu de cette façon-là, comme le professionnel insiste en posant des questions, en disant « mais on va se débrouiller, on va y arriver ». Donc parfois, en fait, puis je reviens sur ce que tu disais, on ne m'en a pas parlé. Oui, ça arrive, mais j'avais une conversation avec l'une de mes collègues qui a eu un bébé qui a moins de 2 ans aussi, et elle m'a dit, on me l'a dit, prépare-toi à ton postpartum, on me l'a dit, on me l'a répété, elle dit, je m'en souviens, on me l'a dit de nombreuses fois, et elle dit, soit j'y ai pas cru ou j'avais pas compris à quel point ça serait intense et qu'est-ce que ça voulait dire cette préparation-là. Ce qu'elle veut dire, c'est que la manière dont on a été élevé, l'environnement de travail dans lequel on évolue, la relation avec notre partenaire, ben tout ça, c'est des facteurs qui vont jouer dans la perception qu'on a du 4e trimestre. Mais si on est capable de les évaluer avant d'être dans le feu de l'action, ça va assurément avoir un impact positif sur la maman. Fait qu'on peut donc diminuer le sentiment d'isolement si on a beaucoup de préparation, puis surtout beaucoup de communication avant la naissance. Mais la vérité, c'est que, dans le concret, on prend rarement le temps de faire ça. On va acheter les vêtements, on va être heureux parce qu'on fait la chambre, on va parler des prénoms, on va faire son sac d'hôpital. Mais on parle presque jamais du rôle de nos familles, du respect de nos limites. On parle pas de la construction d'un réseau autour de soi. Puis on prend pas le temps d'appeler des professionnels autour de nous pour les mettre stand-by si on a besoin d'eux, tu sais. Puis pourtant, avec le recul, ben je sais que c'est ça que j'aurais dû faire. Cela dit, tu sais,
Même les professionnels de la santé sont pas parfaits non plus quand eux ils pensent à leur 4e trimestre. Puis c'est le cas de Dr Namer qui, elle a été honnête, elle m'a dévoilé son récit personnel. Tu sais, on a beau être conscientisé de l'impact des hormones pendant la grossesse puis la période postnatale, tout ça, c'est pas toujours parfait. Moi, j'ai des enfants qui sont grands. Moi, j'ai mes 2 enfants prématurément. J'étais interne en médecine. Mon fils est né à 34 semaines, donc quand même pas mal. Et il a fait 10 jours de réanimation. Moi, j'ai pu rester à l'hôpital à ce moment-là et je l'ai été. Et j'étais toute seule. Et donc, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement, mais j'ai perdu mes os. Puis pour moi, ça a quand même été un bel accouchement. Mais j'étais vraiment dans la force, tu sais, je vais me débrouiller toute seule et j'avais mon conjoint qui était avec moi, mais j'étais loin de ma famille parce que je faisais mon internat à 500 km où était ma famille. J'ai pas eu de soutien, donc ces choses-là. Et puis j'ai pas de ressentiment par rapport à ce que moi, au moment où je l'ai vécu, j'étais dans ma puissance, puis j'étais satisfaite de ce que j'avais accompli. J'ai eu un bébé en début d'internat, un bébé en fin d'internat. Je choisissais ce que je voulais, puis j'étais très, très volontaire et tout ça. Mais je me dis que j'aurais pu m'infliger quand même moins de troubles. Quand même. Une bonne conclusion. J'aurais pu m'infliger quand même moins de troubles. Salut, c'est Charles Tran du balado En 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? En 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado. La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020. Comment on peut se donner moins de troubles pour se sentir moins isolé puis moins surpassé après la naissance? Parfois, c'est le contexte dans lequel on ramène l'enfant à la maison qui, lui, va faire en sorte qu'on devient un peu coucou. C'est ça qu'a ressenti Ariane Charbonneau. Il y a 6 ans, quand son fils est né, elle vivait dans un loft, un endroit qu'elle a toujours adoré quand elle vivait là, seule avec son chum. Mais une fois qu'il était 3, tout avait changé. Le loft, je pense que c'était le fait que c'était comme une boîte. Et que la seule pièce que j'avais où je pouvais fermer une porte, c'était la salle de bain. Fait que j'allais prendre des marches, mon chum allait prendre des marches, mais quand il prenait des marches, c'était pour que je puisse dormir. Donc, il prenait le petit avec lui, puis c'était pour que je puisse dormir. Mais là, il fallait que j'avais comme un timer, là, tu sais. Il fallait que j'avais comme 1 heure pour dormir. Puis là, c'est comme stressant parce qu'il faut qu'il dorme. Puis, fait que je me suis sentie comme... Puis à l'époque, j'avais juste une amie qui avait eu des enfants avant moi. Puis je me suis pas sentie comme si je pouvais nécessairement, tu sais, pleurer. Puis même si je pleurais, il y a personne qui pouvait m'aider. Ouais. Je sentais pas qu'il y avait personne qui pouvait m'aider. Même si j'en parlais à ma mère me disait, regarde, ton enfant est en santé, tu sais, t'as un toit, elle me disait toutes des choses qui vont bien. Puis je suis comme, en ce moment là, oui, je suis reconnaissante pour tout ça, mais je me sens comme la marde. Ouais. Puis mon chum aussi essayait de m'aider, mais lui aussi il comprenait pas à quel point je me sentais comme la marde. Je pense que c'était un mélange de le lieu où on vivait, le fait que je sentais que personne ne pouvait réellement m'aider. Ouais. Puis pourtant, tu sais, comme mon enfant était en santé, honnêtement, j'avais tous les éléments pour être bien. Mais... Puis là, en fait, c'est en marchant. Puis en plus, quand on m'a dit, mais tu sais, tu devrais aller aux aides d'allaitement, il y a d'autres mamans, nanana. Puis moi, je suis comme, je veux pas parler à d'autres mamans pour eux, ça va bien. Puis qui sortent leur boobs, puis ils sont comme, tu sais, j'allaite, puis ça va bien. Puis, tu sais, moi, j'étais en train de rusher pour l'allaitement. Moi, c'était juste comme un point de comparaison pour me montrer à quel point j'allais pas bien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, il y a une amie une connaissance, en fait, qui m'avait parlé de sa doula, par pur hasard.
Puis là, je suis comme, c'est quoi une doula? Puis là, elle me dit, c'est une fille qui vient 2-3 fois par semaine, puis elle m'aide à juste comme avec le bébé, puis elle vient, des fois on parle pas, des fois elle fait la vaisselle, des fois elle plie le linge. Et que j'étais comme, ok, ça peut être cool. Fait que là, j'ai demandé son contact, puis la fille pouvait pas, fait qu'elle m'a référé une autre fille. Puis cette fille-là, comme ça a juste changé tout, là. Parce qu'elle est venue comme une coach, puis je pense que c'est la personnalité de la fille qui a vraiment collé avec la mienne, parce qu'elle était comme un peu rough, puis un peu comme, genre, ok, va prendre une marche, là, puis c'est beau, là, je m'en occupe, là, va-t'en, tu sais, puis j'étais comme, c'est ça que ça me prenait, quelqu'un pas qui me rentrait dedans, mais qui comprenait, elle avait comme 3-4 enfants, là, tu sais, fait qu'elle était comme des enfants, elle leur popé, là, puis il n'y a pas de problème, fait que moi, j'étais comme, ok, elle, c'est une femme, elle a eu des enfants, comme... Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu pouvais parler à cette personne-là, doula, qui arrive de nulle part, mais que, mettons, les autres femmes dans les affaires d'allaitement, tu pouvais pas aller leur parler, ou c'était quoi la différence? Qu'est-ce qui faisait qu'elle te faisait pas sentir seule, ou qu'elle t'appuyait, en tout cas? Parce qu'elle était là exclusivement pour moi. OK. Je la payais. On avait un échange quand même de mercantile, dans le sens que moi, je la paye pour ses services. Je te dirais comme ça m'a pris un 4-5 mois là pour comme grimper la pente, tu sais, puis mais tu sais, je prenais des marches, puis j'étais juste brûlée. Il y avait même des amis, puis même que j'étais devenue comme un chat, tu sais, je voulais pas nécessairement que les gens viennent à la maison, parce que je voulais pas qu'ils me voient dans un état de merde, parce que je suis quelqu'un qui est très bubbly, qui parle et qui est extraverti, etc. Puis là, je me rappellerai encore, il y avait un ami réalisateur à nous là, qui est venu, puis il avait demandé devant moi, il a dit comme, is Ariane OK? Puis là, j'étais comme, bon. Chaque fois que j'entends ce témoignage-là, je me dis que le 4e trimestre, c'est tellement particulier que les réflexions qu'on a quand on vit la montagne russe d'émotions qui accompagne cette période-là, pour vrai, sont très difficiles à comprendre. Puis je pense pas que je vais avoir compris le postpartum de sitôt. Je sais même pas si on peut le comprendre au complet, honnêtement. La manière de raisonner de la maman, les émotions qu'elle vit, ça lui appartient seulement à elle. Puis ceux autour d'elle, ils continuent à raisonner comme avant. Tu dis que t'as un ami réalisateur qui était venu puis qui te demandait est-ce que t'allais bien, puis c'était comme oh shit, est-ce que t'étais capable de prendre l'aide des autres, tu sais, mis à part la doula que tu payais, est-ce que des amis ou des connaissances ou même ton amoureux, étais-tu capable de demander de l'aide? Pour mon chum, oui. Pour ma doula, oui. Mais pour tout le monde d'autre, non. C'est bizarre parce que les gens comprenaient pas nécessairement qu'est-ce que je traversais. Ma mère était comme en train de m'encourager à arrêter d'allaiter. En fait, et ma belle-mère et ma mère, les deux étaient comme, là, si tu veux pas continuer à allaiter, là, c'est comme une prison, là, puis nanana. Puis là, j'étais comme, puis mon chum était derrière, non, t'es capable. C'est bon pour lui. Fait que là, j'étais comme, oh. Mais il y avait pas tant de monde qui m'aidait. En fait, non. Parce que peut-être parce que je l'extériorisais pas. J'ai une amie, non, c'est ça. J'ai une amie qui, elle, oui, souvent, elle habitait pas loin, puis des fois, j'allais la voir, puis j'étais comme, comment tu fais, man? Puis pour moi, elle, mais il y a pas, même si j'en parle, les gens peuvent pas nécessairement t'aider, tu sais. Ouais. Puis je voulais pas non plus, puis moi, c'est peut-être mon côté un peu orgueilleuse, là, je voulais pas non plus de l'aide. J'avais envie de m'en sortir toute seule. Je sais pas comment expliquer. J'avais pas envie du regard de pitié. J'avais juste, je pouvais pas dealer avec la pitié en plus, là. Genre, tu peux m'aider, mais de là à avoir pitié de moi, ça faisait en sorte comme si je redescendais, c'est comme si je montais l'escalier, puis avec cette pitié-là, je redescendais, puis là, il fallait que je remonte encore, tu sais. Fait que je préférais juste comme monter à mon propre rythme, puis être un peu comme dans mon univers avec mon chum, puis ma doula, puis ma soeur. Puis même à l'époque, ma soeur, elle avait pas encore d'enfant, puis ma soeur et moi, on est super proches, puis
elle, quand elle a eu son premier, elle était comme « Holy shit, je te comprends maintenant. » Mais il y a une seule chose qui est certaine. Faut parler de l'isolement qu'on ressent quand on est une nouvelle maman. Faut se le dire entre nous, quand l'intensité du 4e trimestre est derrière nous. Faut le dire aux futures mamans, faut le dire aux jeunes mamans autour de nous. Oubliez jamais qu'il faut demander de l'aide, même si parfois ça semble vraiment contre nature. Puis je pense que c'est peut-être ça qui me chamboule dans le 4e trimestre, t'sais. C'est qu'il y a des points en commun à travers nos histoires. Il y a comme toujours des similitudes entre nous toutes. Comme on l'a vu, l'isolement, c'est un thème dominant du 4e trimestre. Très souvent, les nouvelles mères, elles peuvent se sentir isolées, puis même incomprises de leur conjoint, de leur famille, des amis. Mais ça va plus loin, là, de la société, du travail, puis j'en passe. Puis ça, de plein de manières différentes. Mais si on est monoparental ou soloparental, comment ça se passe? Geneviève Breton, elle a choisi la solo-parentalité, puis elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Elle va même écrire un livre sur son expérience, ça va paraître bientôt. Et elle a raconté tout son processus pour devenir maman solo à ma collègue Gabrielle Caron dans un balado qui s'appelle « J'ai fait un humain », si ça vous intéresse. Donc elle a fait appel à un donneur pour obtenir des spermatozoïdes qui ont permis de vivre sa grossesse puis de désormais être la maman de sa petite fille. Quand on est seul dans toute cette aventure-là, il y a des défis qui sont évidents, on y pense tout de suite, tu sais, les nuits seules, les responsabilités seules. Mais il y a des enjeux auxquels j'avais jamais pensé, comme l'imputabilité des décisions, parce qu'il y a juste toi pour les prendre. Mais tu sais, c'est quand même particulier parce qu'effectivement, tu sais, il y a une portion qui est comme cool parce qu'en même temps, tu décides toute seule de ce que tu fais, mais en même temps, il y a une portion qui est difficile parce que tu décides toute seule ce que tu fais. Il y a comme pas quelqu'un avec qui débattre de la situation, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ouais, puis c'est drôle, je l'ai dit hier sur Instagram, j'ai fait un question-réponse Q&A, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi tes plus grands défis solo, puis les 2 défis que j'ai nommés, c'est le financier, puis justement ça, de quand t'as des grosses décisions à prendre, t'es toute seule à les prendre, puis des fois c'est le fun, mais des fois c'est un poids, t'es comme si ça se passe pas bien, c'est juste ma décision, c'est juste de ma faute. Mais moi, à date, c'est pas si pire, tu sais, j'assume quand même mes décisions dans la vie, là. Tu sais, exemple, moi, je suis pas balance, là. Moi, c'est bien rare que je sais pas quoi faire, ben pas que je sais pas quoi faire, ça m'arrive, mais à un moment donné, je vais dire, OK, mais il faut que je tranche, puis je vais trancher, puis je vais m'assumer, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est quand même, dans la vie en général, tu sais, on a des discussions avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjointe, puis on parle de plein de grands enjeux, tu sais. Mais quand t'es tout seul avec ton bébé, tu sais, tu peux pas échanger avec quand le 6 mois pour demander comment tu feels. Toi, tu fais quoi? Mais tu sais, je parlais beaucoup avec ma famille, puis justement avec mes amis, puis tu sais, moi, c'est con, mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, tu sais, moi, j'ai accouché au mois d'août, là, puis j'avais trouvé un groupe Facebook quand j'étais enceinte de Maman Août 2022, puis je me suis fait des amis là-dessus, là, des vrais amis, là, qu'on se voit en vrai, puis tout ça, là, tu sais, pas juste des amis Facebook, c'est ça. Puis on se parle à tous les jours, là, puis c'est quand même mon enfant a ça, puis là il y a tout le temps une qui est moi aussi, puis moi j'ai fait telle affaire, fait que ça c'est super pour ça. Je pense que ça m'a aidé un peu à pallier le fait que j'avais personne justement, tu sais, pas de partenaire pour parler de ces choses-là, pour quand il y avait une situation difficile, un problème. C'est vraiment intéressant d'entendre Geneviève raconter qu'elle s'était finalement préparée à pallier à son futur isolement, tu sais, elle y avait pensé. Quand elle a choisi de devenir maman solo, c'est comme si elle avait en même temps fait tout un processus de préparation que la majorité des femmes, on pense pas à faire, on prévoit pas faire ça. Elle s'est bâtie un réseau solide à l'avance, puis surtout, elle était prête à demander de l'aide pour pouvoir avoir son bébé. Il y a aussi tous les enjeux financiers qui viennent avec la naissance d'un bébé. Ça peut, pour vrai, très certainement contribuer au sentiment d'isolement. Quand, par exemple, t'arrives pas à trouver une garderie subventionnée, que ça coûte plus de 50 $ par jour pour envoyer ton bébé se faire garder, puis qu'en plus, tout ton budget passe dans les besoins de base, entre autres l'épicerie.
Entre vous et moi, là, ça coûte cher, ces petites créatures-là. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas super valorisé de mettre une étiquette de prix sur un enfant, mais pourtant, c'est bien réel. Tu sais, le coût total pour élever un enfant, ça va varier selon le mode de vie qu'on mène, les besoins particuliers qu'on a, la taille de sa famille. Mais je sais que l'étude canadienne la plus exhaustive que j'ai trouvée, elle a été faite par le magazine Money Sense et on a calculé que ça coûte en moyenne plus de 14 000 $ par année par enfant. Le coût annuel, il va être différent tout au long de la vie de l'enfant. Mais pour plusieurs parents, c'est vraiment pendant les premières années de vie qu'on va dépenser le plus. Je pense aux dépenses pour l'arrivée d'un premier bébé qui vont se multiplier, comme le nouveau mobilier de la chambre, tous les vêtements, ça arrête jamais, ça grandit à tous les mois, faut les changer, on dirait. Puis ça passe par tout le nécessaire pour l'hygiène, les couches, les lingettes, les trucs pour le nez. Imaginez-vous, une bonne poussette, ça peut même coûter jusqu'à 1 000 $ aujourd'hui. Puis il y a la baisse de salaire. Après l'arrivée d'un bébé, il faut garder en tête qu'il y a une perte de revenus qui est due au congé parental parce que le régime québécois d'assurance parentale, ce qu'on appelle la RQAP, ça couvre environ entre 55 et 75 % du salaire selon la formule de congé qu'on va choisir. Fait que si on se base sur le salaire moyen au Québec, le coût d'un congé parental d'une durée d'1 an, c'est estimé à plus de 21 000 $. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on perd 21 000 $ de notre revenu annuel. Dans le cas de Geneviève, elle avait opté pour le congé d'1 an, donc elle était à 50 % de son salaire. Tu sais, c'est niaiseux, mais le bar d'auto à 400$, payé à 2, c'est 200$ chaque. Payé tout seul, c'est 400$. Tout à fait. Ouais. C'est... Et en plus, tu formes à 50 % de ton salaire, comme c'est tu ça. dis, tu sais, je veux dire, puis t'es tout seul. Il y a toujours, que tu sois un couple, un homme, une femme, deux femmes, peu importe qui prenne son congé de paternité, on s'en crisse. Ouais. Quand t'es deux, il y a un des deux salaires qui est plein. C'est ça, exactement. Puis même si, mettons, ton chum, même s'il fait le plein salaire, il veut que vous continuez à payer tous 50% chacun, c'est vos affaires, mais au moins vous payez tous 50% chacun et non 100% de tout, tu sais. Mais ça t'amène-tu du stress quand tu pensais à ça? Parce qu'autant t'es comme, c'est vraiment cool parce que tu vis ton rêve, mais en même temps, derrière ta, tu sais, en tête, il y a toujours cet élément-là. Oui, parce qu'en plus, moi, entre le moment où j'ai pris ma décision puis le moment où j'ai accouché, il y a eu genre 20% d'inflation. Peut-être pas 20%, mais tu sais, l'épicerie puis le gaz puis tout, là, c'est comme, tu sais, tout a monté en flèche. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, j'étais allée en grosse négociation avec mon boss avant de partir en congé maternité pour avoir une plus grosse augmentation que qu'est-ce qu'il me donnait. Puis tu sais, j'ai eu quand même une pas pire augmentation, mais même à ça, tu sais, ça couvre pas... ben tu sais, quand je vais retourner travailler, ça va être correct, mais je veux dire, c'est quand même plus intense qu'avant. Puis là, ben je vais retourner travailler plus tôt à cause de ça. Ben je vais retourner à temps partiel là, pour venir comme... Tu sais, je peux garder ma RQAP, mais à faire certaines heures. Je vais faire ça vu que j'ai eu une garderie plus tôt. Ouais. Parce que moi, j'avais pris le long congé parce que aussi il y a la pénurie de garderie. Ben oui. Fait que là, j'avais peur la garderie, c'est une autre affaire. Ben oui. Tu veux retourner plus tôt travailler, mais si ta garderie te coûte 59 $ par jour... C'est ça. T'es comme, pourquoi ouais, ou si t'en as juste pas. Oui, parce qu'il y en a que même des privés en trouvent pas. Fait que là, ça, c'est un autre stress aussi quand t'es tout seul. Mm-hmm. Parce que là, mettons que t'as un chum pis tu trouves pas de garderie pis tu te dis, bon, ben on va vivre sur ton salaire pendant une couple de mois, chérie. Ouais. Mais... back-moi, puis on part. T'sais. C'est ça. Moi, je peux pas. Fait que là, ça, moi, je stressais. Là, je me rappelle, je venais d'accoucher, puis j'écoutais une maman solo qui a fait une entrevue à la radio là-dessus, qui disait que qu'elle avait pas de place en garderie, puis qu'elle avait comme trouvé une place, qu'elle voulait juste y aller à temps partiel, mais qu'il la forçait à payer temps plein pareil, mais etc. Puis que là, on parlait de tout ça, puis là, je me suis mis à pleurer. Là, j'étais encore hormonale, puis là, ma mère, elle, qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme, je vais perdre ma job, ben, j'aurai pas de garderie, puis je vais être sur le BS. Ma mère était comme, ben là... Finalement, c'est peut-être ça la morale de l'histoire. Les hormones sont là, encore une fois, ils ont un rôle important à jouer dans le sentiment d'isolement qu'on vit en tant que nouvelle maman. S'il y a une chose à retenir de tout ça pour moi, je pense vraiment que ce serait de se préparer avant la naissance au sentiment d'isolement, parce que je pense qu'il va arriver à un moment donné. Il faut en parler avec son conjoint, il faut en parler avec ses proches, puis dans la mesure du possible, après l'accouchement, il faut accepter l'aide, il faut la demander ou il faut aller la chercher. Puis on va aussi mettre des ressources, des liens dans le texte du balado.
Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel postpartum.valerie@gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production Cube.